Donc, aujourd'hui, je suis là pour présenter Jarvis Network. Un petit mot sur moi d'abord. Donc, bon, moi, c'est Pascal Talarida. J'aime me présenter comme Bankless Farmer. Alors, peut-être que pour ceux qui ne sont pas dans la finance décentralisée, ça ne veut pas dire grand-chose. Bankless, en gros, je me suis débancarisé. Donc, j'ai fait le pari en 2019, début 2019, de prouver qu'on peut vivre entièrement avec ses finances sur la blockchain. Alors, bien sûr, je triche un peu. J'ai une carte qui me permet de payer avec des cryptos. J'ai toujours aussi mon compte Revolut, mais le gros de ma finance et de mon patrimoine est entièrement sur la blockchain. Farmer, c'est parce que je fais beaucoup de farming, pour ceux qui connaissent. C'est une stratégie, ça fait partie des stratégies d'investissement qu'on a sur la crypto. Vous pouvez me suivre sur Twitter, je publie en général en anglais. Donc voilà, le lien est ici. Alors bon, pour la finance centralisée, je ne pense pas avoir besoin de faire une grosse introduction dessus. Mais en gros, moi, j'aime bien dire que c'est un système financier autonome. Donc, j'aime bien comparer ça aux voitures autonomes, donc un peu comme Tesla, qui, a priori, est le futur de l'automobile. Et bien, à ce même titre, pour moi, la DeFi, donc la finance décentralisée, c'est une finance autonome et donc le futur de la finance. C'est entièrement ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder où que vous soyez sur la planète, global, et surtout, ça croît de manière exponentielle. Là, vous avez 3 petits graphiques qui montrent en gros l'évolution de la valeur qui est bloquée dans la DeFi. Alors, c'est un système financier qui n'est pas utopiste, au contraire, il est fonctionnel, même s'il y a plein de problèmes de scalabilité, etc., de sécurité aussi. Mais c'est vraiment un écosystème qui fonctionne avec énormément d'acteurs. Alors là, je vous ai mis ma vision de la DeFi. Donc, moi, je suis plutôt sur Ethereum. Donc, tout en bas, vous avez le settlement, la blockchain Ethereum. Ensuite, vous avez une couche d'infrastructure. Et puis après, vous avez tout ce qui est intéressant pour nous. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la partie rose. Nous, donc à Jarvis, on crée une technologie qui émet des actifs. Donc, on est dans l'asset issuance. Et par-dessus cette asset issuance, vous avez du coup plein d'applications, des exchanges, du lending, etc. Vous avez aussi tout ce qui est front-end, donc c'est-à-dire en gros comment est-ce que les utilisateurs lambda, vous, moi, etc., on peut accéder à toutes ces applications et ces protocoles. Et puis, vous avez la porte d'entrée tout en haut, qui est donc ce qu'on appelle les fiat on and off ramp, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour acheter ou vendre contre des monnaies fiduciaires de la crypto. La finance centralisée, il faudrait que vous la voyiez comme un système financier, donc comme j'ai dit, qui est autonome, mais surtout dans lequel tout le monde, avec ou sans connaissance, peut soit accéder, soit fournir un service financier. Par exemple, je n'ai pas de background d'assureur. Par contre, je suis assureur sur la DeFi. J'utilise le protocole Unslashed qui me permet d'assurer contre le risque de certains produits financiers. Je suis payé, tout comme un assureur est payé. Donc, je reçois en gros un premium, un abonnement, entre guillemets, une subscription. Et s'il y a un hack, s'il y a un risque, je paierai. Sinon, c'est tout bonus pour moi. Je fournis aussi du crédit, je fournis la liquidité. Je suis aussi émetteur de produits dérivés. J'ai créé j'ai pas créé, mais j'ai utilisé un protocole pour créer mes propres options futures, etc., etc. Bref, comme vous le voyez, c'est un système qui est bien vivant, avec beaucoup d'acteurs et beaucoup de possibilités. Il y a un truc qui me chagrine dans la DeFi, c'est que ça se veut global, mais par contre, tout est à propos du dollar. Là, je vous ai mis, même si c'est peut-être un peu trop petit pour le voir, le ranking des stablecoins. Donc, le tout premier, c'est Tether, suivi par USDC. Rien que ces deux-là, c'est 51 milliards de capitalisation, alors que le marché des stablecoins, c'est 60 milliards. Donc, vous voyez que déjà, il n'y en a que pour eux deux. Après, c'est suivi par Binance, DAI, etc. Mais surtout, c'est surtout du dollar. Il faut descendre très, très bas dans le classement. À la 19e place, on trouve le premier stablecoin euro avec 38 millions de dollars de market cap. C'est très honorable, mais comparé, bien évidemment, au market cap de l'USD, c'est ridicule. Et ça, c'est un gros problème parce que si on veut que la DeFi soit globale, c'est-à-dire mondiale, et qu'on puisse y accéder de partout, il ne faut pas qu'il y ait une hégémonie du dollar. Alors, il y en a qui disent qu'il faut que la DeFi ait sa propre monnaie. Donc, vous avez par exemple les protocoles qui travaillent à créer une monnaie qui est détachée des fiat.
Moi, je fais partie au contraire de ceux qui pensent que si on veut de l'adoption, il faut qu'on mimique ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, il nous faut des euros, il nous faut des livres, il nous faut des francs suisses, etc., etc., etc. Et bien sûr, il nous faut un marché du forex, c'est-à-dire un marché qui permet d'échanger ces différentes monnaies sur la blockchain. Alors, je vais passer très rapidement sur ce que c'est qu'un actif synthétique, puisque nous, on est dans le business des actifs synthétiques. Et il me semblait normal de faire une petite introduction. Donc, un actif synthétique, si vous connaissez les ETF, vous comprenez ce que c'est qu'un actif synthétique. C'est tout simplement un actif qui va répliquer le prix d'un autre actif. Donc, par exemple, le DAI, c'est un actif synthétique qui réplique le prix du dollar. Un DAI est censé valoir 1 dollar. Nous, on a créé le J-Euro, c'est un actif synthétique qui réplique le prix de l'euro. Et donc, 1 J-Euro est égal à 1 euro. La question, c'est qu'est-ce qui donne sa valeur à un actif synthétique? Après tout, qu'est-ce qui me dit qu'un DAI vaut bien 1 dollar? Et pourquoi 1 J-Euro vaudrait-il 1 euro? En fait, un actif synthétique, il a un collatéral. C'est-à-dire qu'il est attaché à un autre actif qui va lui donner sa valeur. Dans le cas du DAI, derrière chaque 1 dollar de DAI, vous avez au moins 1,5 dollar d'Ether. Et si vous croyez en la valeur de l'Ether, alors vous croyez en la valeur du DAI. Si vous pensez que l'Ether a une valeur en dollars, dans ce cas, le DAI a une valeur en dollars. Et nous, on fait pareil. Derrière nos euros, il y a des actifs. On a commencé avec du dollar. C'est-à-dire que derrière chaque 1 euro de Jarvis, il y a 1,2 euro de dollars. Et donc, si vous croyez en la valeur du dollar, alors vous croyez en la valeur de nos euros. Alors, ça sert à quoi d'avoir un actif synthétique sur la blockchain? L'idée, c'est d'avoir un euro, mais super puissant. Un euro dans la vraie vie, bon, je peux payer des trucs, mais c'est tout. Il n'y a pas de traçabilité. C'est un gros problème du money laundry. C'est vrai qu'on dit souvent que les cryptos, la blockchain, ça facilite le blanchiment d'argent. Non, c'est tout l'inverse en fait. Le législateur et le régulateur seront bien contents que tout soit sur la blockchain puisqu'on peut tout tracer. Donc avoir des euros et des actifs sur la blockchain, ça permet de savoir à tout instant qui a quoi, qui a obtenu quoi, comment, etc., etc. Ça permet aussi de faire des ordres fractionnés. Par exemple, pour un cas d'utilisation, peut-être que j'aurais besoin d'avoir un micro centime d'euro. Bon, avec mes vrais euros, je ne peux pas. Sur la blockchain, vous pouvez. Vous pouvez aussi avoir des micro-fractions d'actions ou de contrats qui répliquent le prix du pétrole, etc. Les transferts sont rapides et faciles. Alors, si je veux envoyer des euros à quelqu'un qui habite en Indonésie, c'est vraiment compliqué, ça coûte de l'argent, il faut que j'attende les heures d'ouverture de je ne sais pas quel bureau ou banque. Là, j'ai rien à faire. J'ouvre mon wallet, boum, j'envoie. Dans la minute, c'est envoyé, c'est reçu. Faible coût, bon ça, il faut le dire en riant parce que, comme vous savez, ou peut-être pas en ce moment, sur la blockchain Ethereum en tout cas, on a de gros problèmes de scalabilité qui font que les coûts ont explosé. Mais surtout, c'est l'interopérabilité. Alors l'interopérabilité, c'est la capacité d'un logiciel à pouvoir être utilisé dans différents environnements. Donc dans le cas de nos actifs synthétiques, ça permettrait par exemple de pouvoir échanger un euro contre une action Apple contre de l'or contre du Bitcoin. Ce n'est pas possible dans la vraie vie. Je ne peux pas directement passer de l'euro à l'or. Il faudrait d'abord que j'ouvre un compte chez un broker. Ensuite, sans doute que je serai traité sur un marché lié au dollar. Enfin bref, on n'a pas cette interopérabilité dans la finance traditionnelle. Mais surtout, interopérabilité des actifs, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser de partout. Un euro sur la blockchain, je peux l'utiliser dans tous les protocoles qui existent sur la blockchain. Alors ça, c'est une petite comparaison entre la tokenisation et la synthétisation, mais ce n'est pas important pour cette présentation. Alors, je vais expliquer maintenant comment fonctionne Jarvis et surtout Syntherium. Syntherium, c'est le nom de la technologie. Donc, Jarvis Network, c'est le nom du projet. Et on fait plusieurs technologies. Et la première technologie qu'on a sortie à grande échelle, c'est Syntherium. Donc, c'est la contraction de synthétique et Ethereum. Donc, notre objectif avec Syntherium, c'est de créer une infrastructure. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a la finance centralisée. C'est donc un système financier à plusieurs couches. Et nous, on est tout en bas. Et donc, on veut être une couche d'infrastructure qui soit robuste, qui soit interopérable et surtout très liquide. Et nous, ce que l'on veut, c'est amener sur la blockchain le plus possible d'actifs traditionnels. On commence par le Forex. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me peine qu'il y ait que le dollar. Non pas que je n'aime pas le dollar, mais on a besoin de plusieurs, on a besoin d'euros, on a besoin de plusieurs monnaies. Et donc, notre premier objectif, c'est ça, c'est de créer un Forex sur la blockchain. Et entre autres, ça permettra de rendre la blockchain plus accessible. J'expliquerai ça après.
Alors, notre protocole, il permet de créer des actifs de deux manières. Soit contre un fournisseur de liquidité, un liquidity provider, donc LP, ou alors avec un emprunt. Alors, je vais vous expliquer bien sûr comment ça fonctionne. Les caractéristiques de la technologie qu'on a créée, alors pour ce qui est du Forex, déjà ça permet d'avoir ce qu'on appelle un PEG qui est fort. Un PEG, c'est l'habilité pour un actif de toujours traquer le prix, enfin dans le cadre en tout cas de nos actifs synthétiques, de traquer le prix d'un autre actif. Donc par exemple, notre euro ou le DAI, pour reprendre l'exemple du DAI, il est censé valoir 1 dollar en réalité, mais il ne vaut pas 1 dollar. Pourquoi? Parce qu'un actif, ça se traite sur un exchange. Plus un actif est acheté, et plus le prix de cet actif monte et inversement. Ce qui signifie que très souvent, voire quasiment tout le temps, le prix du DAI n'est pas de 1 dollar, mais de 99 cents ou de 1,01 ou 1,02 dollars. En gros, à chaque fois qu'il y a une belle chute des marchés, les gens vont vendre leur Bitcoin, leur Ether, etc. contre du stablecoin. En général, ils vont le faire contre de l'USDT, de l'USDC ou du DAI. Et ça va faire monter le prix du DAI, puisqu'ils vont en fait acheter du DAI avec des Ethers. Et nous, pareil, avec nos euros, on a un marché secondaire, donc nos euros sont sur un exchange, et des fois, le prix de l'euro sur cet exchange n'a rien à voir avec le vrai prix de l'euro. Alors nous, la technologie qu'on développe, du coup, ça permet de créer un peg qui est fort, c'est-à-dire que de s'assurer que sur les autres places d'exchange, le prix de l'euro soit très proche du vrai prix de l'euro. Ça permet aussi de créer un marché du Forex 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et sans aucun slippage. Donc pour ceux qui savent, en tant que particulier, retail, c'est très compliqué, voire impossible de trader le Forex le week-end. Et le slippage, c'est simple. Si vous avez des millions et des millions à échanger, vous ne l'échangerez pas au prix du marché. Votre ordre va être splitté et vous serez exécuté beaucoup plus haut. Donc nous, c'est Forex tout le temps, nuit, jour, férié, peu importe, et sans aucun slippage. Donc le prix que vous voyez, c'est le prix auquel vous achetez. On permet aussi de faire ce qu'on appelle des atomic swaps. Alors ça, je verrai à la fin pour vous expliquer ce que c'est. L'une des features sur lesquelles on veut le plus travailler, c'est Fiat, JFiat, c'est-à-dire la possibilité avec des euros d'acheter très facilement des euros synthétiques, la possibilité avec des francs suisses d'acheter des francs suisses synthétiques, etc. Bref, l'idée, c'est de pouvoir très facilement entrer et sortir de la DeFi. Des emprunts, donc emprunter des euros, etc. etc. Et aussi du swing trading. Donc ça, c'est les différentes features que le protocole permet. Alors, je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne de créer un actif synthétique contre un fournisseur de liquidité. Je rappelle qu'il y a deux manières de créer un actif, donc soit contre un fournisseur de liquidité, soit avec un emprunt. Donc, le fournisseur de liquidité, on appelle ça le marché primaire, à opposer au marché secondaire, qui sont donc les exchanges. Donc, marché primaire, parce que c'est là où on va créer l'actif. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez deux contreparties. Vous avez le trader à gauche et vous avez le fournisseur de liquidité à droite. Et en fait, ils vont tout simplement faire un agrément, un contrat sur la blockchain. Donc, en tant que trader, si vous voulez acheter pour 100 dollars d'euros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer 100 dollars dans un contrat. Le fournisseur de liquidité, lui, va faire de la même chose. Il va déposer également 100 dollars dans ce contrat. Donc, ce contrat, maintenant, il détient 200 dollars, 100 à vous et 100 fournisseurs de liquidité. Et ensuite, on va créer un vrai contrat financier. Donc, on va créer 100 dollars d'euros. Vous allez recevoir, par exemple, 80 J euros. Et ces 80 J euros, en fait, ils sont collatéralisés par les 200 dollars. Alors, ça veut dire quoi? Si le prix de l'euro monte face au dollar et que vous décidez de revendre votre euro, en général, puisque le prix de l'euro a monté, vous devriez recevoir beaucoup plus de dollars que vous n'en aviez déposé. Imaginons que le prix est monté de 20%. Donc, en gros, vous devez recevoir 120 dollars. La question, c'est d'où viennent ces 20 dollars additionnels? Eh bien, ils viennent du dépôt du fournisseur de liquidité. Donc, en fait, la collatéralisation, ça permet que si le prix de l'euro monte face au dollar, de pouvoir vous payer votre gain. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de risque de contrepartie, puisque à partir du moment où le contrat est signé, c'est sur la blockchain, il n'y a pas moyen de le délier. Et votre contrepartie peut être malhonnête ou peut refuser de vous payer, il ne peut rien faire. L'argent est déjà sur la blockchain et donc vous n'avez aucun risque de contrepartie. Et bien évidemment, si le prix de l'euro descend et que vous revendez, vous allez faire une perte et votre perte
va aller directement dans la poche du fournisseur de liquidité. Donc en gros, c'est comme un broker, hein, pour ceux qui savent comment fonctionne un broker. Sauf qu'ici, le broker, il est trustless. C'est-à-dire que quand moi, je trade sur un broker comme, je sais pas, je donne un nom au hasard, FXCM, JFD ou quoi, j'ai besoin de faire confiance au broker. Et je ne sais pas si le broker a assez d'argent derrière pour me payer. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs très récemment avec le scandale sur JMI, où Robinhood ou Citadel, on ne sait pas trop, n'avaient plus assez d'argent pour payer ceux qui faisaient du margin trading. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire confiance à la capacité financière du broker, puisque tout est déjà sur la blockchain. Et surtout, un broker, ça peut, en théorie, techniquement, manipuler les prix. Si un broker n'aime pas que vous gagnez trop d'argent, par exemple, il a la possibilité, s'il veut, de modifier quelques trucs sur le prix qu'ils sont achetés sur votre plateforme pour vous faire perdre ou vous décourager. Ici, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Le prix est donné par un oracle, c'est Chainlink en l'occurrence. Donc c'est complètement décentralisé. On n'a aucun moyen de manipuler le prix qui est donné par l'oracle. Donc c'est pour ça qu'on parle de trustless. Alors le seul problème, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a une liquidité limitée. Ben oui, s'il n'y a que 200 $ sur le contrat et que l'euro-dollar monte de 100%, très bien, je peux je peux vendre mes euros et récupérer 200 $. Par contre, si l'euro-dollar monte de 200%, ben, il n'y aura pas assez d'argent. Donc, il faut aussi un mécanisme de liquidation. Si le prix de l'euro-dollar monte de sorte qu'il n'y ait plus assez d'argent pour payer les gagnants, il y a un système de liquidation. Donc, en gros, le fournisseur de liquidité, il va se faire margin call. Et pour éviter que ça n'arrive, il doit rajouter de l'argent. Donc, on parle de remargin de position. Je suppose que c'est le concept que vous avez étudié pendant vos études. Alors, la deuxième manière de créer des actifs synthétiques, c'est de le faire tout seul. Donc là, en gros, c'est un emprunt. Donc, c'est un peu comme un emprunt à la banque. Donc, ce qui se passe, c'est que vous devez déposer une garantie. Donc, ce que vous allez faire, c'est par exemple, vous allez déposer 100 $. Ça peut être 100 $ en USDC, ça peut être 100 $ en Bitcoin, ça peut être 100 $ en ce que vous voulez, en fait. À partir du moment où, bien sûr, notre technologie supporte ce collatéral. Et c'est un peu comme un crédit hypothécaire. Vous allez donc déposer ces 100 $ d'actifs et en échange, vous allez créer, par exemple, 50 $ d'euros. Et en réalité, c'est un vrai prêt. C'est-à-dire que vous avez déposé une garantie, vous avez emprunté des giros et un jour, il faudra les rembourser. Alors, bien évidemment, vous pouvez rembourser dans 1 an, dans 100 ans, peu importe. Le tout, c'est que le collatéral que vous avez déposé soit au moins toujours largement supérieur à votre crédit. Donc, si vous avez déposé 100 $ de collatéral et que votre crédit vaut 50 $, si la valeur du collatéral chute, vous pouvez aussi être liquidé. C'est-à-dire que quelqu'un va arriver et va piquer, entre guillemets, votre collatéral et donc vous perdrez de l'argent. Donc ça, ce sont les deux manières sur Jarvis de créer des actifs synthétiques. Et donc, on peut créer des euros, on peut créer des francs suisses, on peut créer de la livre sterling. Et puis plus tard, on pourra créer des devises un peu plus éloignées d'Europe, par exemple du Naira du Nigeria, du Dong de Philippines, du Pesos mexicain, etc. etc. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un éventail très large de fiat synthétiques. Alors, les arbitrages sont très importants dans tous les marchés financiers. Et nous, en fait, c'est aussi important puisque, comme je dis, on a des marchés secondaires. Et il se trouve que des fois, le prix sur les marchés secondaires ne correspond pas à la réalité. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des pools de liquidité. C'est-à-dire que vous pouvez créer des actifs synthétiques contre des fournisseurs de liquidité avec un prix qui est donc le prix de l'oracle. Ce qui signifie que des fois, sur notre technologie, notre prix est de 1,2250, donc c'est le prix de l'euro-dollar normal. Par contre, sur un exchange où le prix n'est pas lié à... Enfin, c'est pas un prix externe, mais c'est plutôt un prix qui est lié à l'offre et la demande. Donc, plus il est acheté, plus le prix monte et plus il est vendu et plus le prix descend. Le prix peut être différent. Par exemple, 1,2150 sur un autre exchange. Et donc, à ce moment-là, il y a une superbe opportunité d'arbitrage. Il faut donc acheter de l'euro sur l'exchange puisque le prix est plus bas et revendre 7 euros, mais attention, le revendre contre un fournisseur de liquidité qui, lui, va vous l'acheter au prix de l'oracle, donc au prix de Chainlink. Donc, vous allez acheter à 1,21 et vous revendrez à 1,22. Vous ferez un bénéfice, mais surtout, puisque vous achetez à 1,21, en fait, vous allez créer une pression acheteuse et donc vous allez faire monter le prix. Et donc, le prix va plus ou moins s'équilibrer autour de 1,22
0,50 pour cet exemple ici. C'est bien les arbitrages parce que ça permet de stabiliser le système et surtout ça permet de créer des commissions pour le protocole puisque même si les trades se passent sur d'autres exchanges, à chaque fois qu'il y aura un arbitrage de fait, il y aura des commissions qui seront générées pour le protocole. Alors, on a notre propre exchange, app.jarvis.exchange, ça ressemble à ça. C'est tout con. Vous avez à droite une fenêtre pour trader. Donc, si vous voulez échanger des dollars contre des livres sterling, ça se fait directement ici. Et à gauche, vous avez le prix de l'euro face au dollar ici. Alors, à quoi ça sert d'avoir un Forex sur la blockchain? Alors, ça permet déjà les paiements. Par exemple, si je veux envoyer de l'argent, si je veux envoyer des livres sterling à quelqu'un qui est à Londres, mais que j'ai des euros, par exemple, notre protocole permet d'envoyer des euros, mais de recevoir des livres sterling. Tout ça avec le prix, enfin, pas de slippage. Et pour n'importe quelle monnaie. Si j'ai, par exemple, de la couronne suédoise et que je veux envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au Mexique, ben, j'envoie de la couronne suédoise et la personne qui reçoit du pesos mexicain. Donc, ça sert du coup à ça déjà, ce qu'on appelle la rémittance. Ça sert également aux services financiers. Par exemple, vous connaissez peut-être AAV ou Compound, ce sont en gros des protocoles qui remplacent votre banque. Et vous pouvez en fait être banquier aussi, vous pouvez prêter de l'argent, vous pouvez aussi en emprunter. Et bien, ça serait bien d'avoir des euros, des francs suisses et toutes les autres devises sur ces protocoles qui permettent de jouer le rôle de banquier. Ça permet aussi, pourquoi pas, de créer des produits dérivés. Par exemple, il y a des protocoles qui permettent de créer des options. Ça serait pas mal d'avoir des options pour se couvrir du risque de change en utilisant du coup des actifs issus du Forex sur la blockchain. Ça permet bien évidemment de faire de la couverture. Moi, je trade et investis beaucoup sur la crypto. Et comme j'ai dit, tout est en dollars. Et je vis en zone euro, ce qui veut dire que rien que l'an dernier, avec la hausse de l'euro-dollar, c'était, je crois, un truc comme 6% l'an dernier de hausse, ben, j'ai perdu 6% de pouvoir d'achat. Donc, ça serait bien de pouvoir se couvrir. Ça permet aussi, bien sûr, de trader. Par exemple, il y a des opportunités sympas. La lire turque qui se casse la gueule, pourquoi pas vouloir la shorter. Bref, spéculation, donc bien évidemment. Mais aussi à l'accessibilité. Parce que, encore une fois, si tout est en dollars, ça pose un problème en termes de fiat gateway. Je veux dire, comment est-ce que je peux acheter du dollar facilement avec mes euros? Il y aura un taux de change et des fees qui sont abominables. Mais comment je le fais si je suis dans un pays encore où l'infrastructure est encore moins développée? Par exemple, je ne sais pas si je suis au Cameroun avec mon franc CFA, comment est-ce que je fais pour acheter de l'USDT ou de l'USDC à un prix décent? Mais je peux vous le dire, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est si on avait plus d'actifs synthétiques, par exemple un synthétique CFA, bon, ça n'a pas d'intérêt puisque le CFA pour l'instant est payé à l'euro, donc finalement ça revient au même, mais ça permettrait par exemple à quelqu'un qui est au Cameroun de pouvoir échanger son franc CFA contre du franc CFA synthétique, et boum, il est dans la DeFi. Donc ça permet une plus grande accessibilité de partout dans le monde. Alors je vais vous donner un exemple de ce que permet notre technologie, donc on appelle ça les swaps atomiques. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on a besoin du Forex sur la DeFi et pourquoi ça améliore l'accessibilité. Donc ça, c'est un exchange assez connu qui s'appelle Uniswap, hein, c'est un exchange décentralisé. Et l'idée là, c'est d'acheter un Bitcoin. Le même jour, au même moment, j'ai voulu montrer que pour acheter un Bitcoin avec du dollar, il m'en aurait coûté 53 541 $. Et le slippage, c'est-à-dire le mouvement du Bitcoin quand je vais l'acheter, parce qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous faites monter le prix, ça serait que de 0,07%. Donc mon ordre, en gros, ne va pas faire bouger le prix du Bitcoin de plus de 0,07%. Bref, c'est minime. Au même moment, j'essaie de faire la même chose, mais avec un concurrent de l'USDC qui est l'euro tokenisé. Attention, ce n'est pas un actif synthétique, c'est de l'euro tokenisé de la société Stasis. C'est ceux qui ont 38 millions de dollars de market cap que je vais montrer tout à l'heure. Le même Bitcoin au même moment, là j'ai un slippage de 0,83%, c'est-à-dire que acheter mon Bitcoin avec de l'euro, ça va faire déjà, j'ai le prix qui va bouger de 0,83%, mais surtout, il va m'en coûter 44 000 €, ce qui, rapporté au dollar, me coûterait 53 649 $. Donc en gros, on a une différence de 100 $ entre quelqu'un qui va acheter un Bitcoin avec du dollar et quelqu'un qui va acheter un Bitcoin avec de l'euro. Alors, je vous laisse imaginer, parce que là encore c'est de l'euro, mais quelqu'un qui voudrait faire avec du franc suisse, avec du Naira du Nigeria, etc. etc. Je vais pas vous pouvez faire vos recherches, mais en gros, le prix du Bitcoin contre tout ce qui n'est pas dollar est horrible par rapport au prix du Bitcoin contre le dollar. Et donc, tous ceux qui ne traitent pas le Bitcoin contre le dollar sont toujours désavantagés et l'achètent toujours beaucoup plus cher
que ce qu'il n'est. On parle du coup d'inefficience. Ce qu'il y a de bien avec les actifs synthétiques, et notamment les pools de liquidité, donc le fait de trader contre un fournisseur de liquidité, ben, ça permet d'annuler ces inefficiences. Donc, on parle du coup d'Atomic Swap. Atomic Swap, en fait, c'est en une seule transaction de faire plusieurs transactions. Donc, ayez bien en tête ces prix-là, donc l'euro, le dollar face au Bitcoin. Donc, ce que permet de faire notre protocole, imaginez que vous avez du JCHF. Donc, c'est du franc suisse sur la blockchain. C'est déjà live, hein, on est live sur la blockchain depuis 4 semaines maintenant. Donc, on a du franc suisse, du pound, enfin de la livre sterling et de l'euro. Ce qui se passe, c'est si quelqu'un veut acheter du Bitcoin avec du franc suisse, en temps normal, il devrait aller sur un marché Bitcoin franc suisse. Et donc, il devrait avoir de la liquidité pourrie. La liquidité Bitcoin franc suisse qui est vraiment nulle par rapport à Bitcoin dollar. Et nous, ce qu'on lui permet de faire, en fait, c'est d'échanger instantanément son franc suisse contre du dollar, donc de l'USDC, au prix de l'oracle. Donc, c'est au prix du marché, donc pas de slippage. Donc, le prix franc suisse dollar, boum, c'est échangé instantanément. Et ensuite, cet USDC de l'échanger contre le Bitcoin. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir une liquidité énorme, puisqu'on a la liquidité du dollar, alors qu'à la base, on est parti du franc suisse. Mais comme 100 $ de francs suisses peuvent être échangés instantanément en 100 $ de dollars, donc il n'y a pas de dépréciation de valeur, il n'y a pas de slippage, alors on peut dire que la liquidité franc suisse Bitcoin est égale à la liquidité Bitcoin dollar. Et donc ça a d'énormes conséquences pour la DeFi, c'est-à-dire que demain, on peut proposer pour n'importe quel actif sur la blockchain la même liquidité que celle du dollar, mais face à n'importe quelle autre devise. Comme j'ai dit, c'est du franc suisse. L'été dernier, j'ai retiré par exemple des euros avec des Ethers. Je me suis pris un énorme slippage. Et pourtant, j'étais sur un exchange qui était assez liquide. Mais la liquidité euro-Ether était telle que je me suis mangé 3% de slippage. En passant par ce type de technologie, il n'y aurait pas eu de slippage et j'aurais pu du coup épargner 3% de pertes. Ça permet du coup de ne pas avoir besoin de créer de liquidité supplémentaire. Et donc, on peut se plugger à n'importe quel exchange et permettre du coup à n'importe qui de trader le Bitcoin ou l'Ether ou le AAV token ou peu importe face à des devises fiat avec la même liquidité que l'USDC. Ça permet aussi de rendre la DeFi plus accessible puisque si vous ajoutez un petit chaînon qui est ce qu'on appelle de land ramping, et ben là, vous avez un système qui est vraiment parfait où vous avez des francs suisses que vous pouvez échanger contre des francs suisses synthétiques, des francs suisses synthétiques que vous pouvez échanger pour la même valeur avec Ethereum pour de l'USDC, et enfin de l'USDC pour du Bitcoin. Et donc, vous pourrez acheter du Bitcoin avec des vrais francs suisses, mais avec la liquidité Bitcoin dollar. Encore une fois, imaginez ça pour des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, les Philippines, le Vietnam, la Corée du Sud. Et là, vous avez vraiment un système qui permet enfin d'acheter des cryptos au vrai prix et non plus avec un premium. Ça ouvre la voie également à énormément de business. Par exemple, dans ces pays-là, que ce soit par exemple en Suisse, où on est en contact déjà avec quelques entreprises qui voudraient proposer du CHF contre du JCHF, ça leur permettrait du coup ensuite de pouvoir l'échanger facilement contre de l'USDC et ensuite d'accéder à n'importe quelle crypto. Donc ça permet de réduire les inefficiences de marché, ça permet à des arbitrageurs aussi de faire en sorte que les marchés locaux soient beaucoup plus efficients, etc. etc. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur le reste parce que c'est un peu plus technique, mais il y avait d'autres cas d'usage assez sympas sur comment est-ce qu'on peut être long et short avec un risque quasiment inexistant, voire un risque nul, c'est-à-dire vous êtes payé quoi qu'il arrive. Donc vous pourrez, pour ceux que ça intéresse, m'envoyer des questions là-dessus. Et comment faire du margin trading aussi. Enfin, il y a plein de différentes possibilités que l'on peut faire, mais je voulais rester dans mes 30 minutes. On a aussi un token qui sert en fait à la gouvernance des protocoles. Donc l'idée, c'est tout simple. En gros, c'est une sorte de, c'est pas une assemblée générale, mais on peut faire ce raccourci où ceux qui ont ce token-là vont décider des commissions, des paires à ajouter, du collatéral qui peut être supporté. Par exemple, est-ce qu'on doit accepter ou pas le Bitcoin, avec quelle collatéralisation, etc., etc., etc.
Et les transactions donc, qui sont générées sur notre protocole génèrent donc des commissions. Nous, on ne touche rien. Nous, on est juste une boîte de dev. Hein. On a créé un code, on l'a mis sur la blockchain et c'est tout. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent en tant qu'entreprise? Eh ben, en étant un acteur, en fait, tout simplement. Donc, vous comme moi, on peut être acteur de n'importe quel protocole sur la DeFi. Et les acteurs sur Ethereum, ce sont soit des fournisseurs de liquidités, soit des traders. Et donc, nous, on fera les deux. On fera des arbitrages, on fournira de la liquidité, on fera aussi du trading. Et c'est comme ça qu'on fera notre argent. Et le protocole a sa propre trésorerie. Donc, c'est pas notre argent, hein, c'est vraiment la trésorerie du protocole. Aujourd'hui, on est à peu près 30 000 $ de trésorerie. Et donc, l'idée, c'est un cash flow. Et la question, c'est, OK, mais qu'est-ce qu'on fait de ce cash flow? Et donc, l'idée, ça va être ensemble, avec le JRT, de voter sur comment investir cet argent. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, prêter cet argent via AAV, donc pour générer encore plus d'argent? Est-ce qu'on doit utiliser cet argent pour être fournisseur de liquidité? Bref, plein de choses assez sympas. Et donc, comme je dis, la DAO sert à gérer la trésorerie, créer des bourses. Par exemple, un exemple tout bête, mais quelqu'un au Nigeria qui veut créer une interface pour trader le Naira synthétique contre le Bitcoin et qui n'a pas d'argent, et ben, par exemple, la DAO pourrait vous dire, bah, tiens, on va lui fournir 5 000 $ pour l'aider, etc., etc. Donc, des bourses d'aide, etc., etc. Donc voilà, c'est tout. Bon, après ça, c'est la roadmap, c'est moins intéressant. Donc j'ai essayé d'être pas technique. J'ai essayé comment ça s'appelle de rester évasif sur les trucs un peu trop compliqués. Donc j'espère quand même que vous avez bien tout compris. Et bien évidemment, si vous avez des questions, libre à vous de les poster, soit par email, Telegram, Discord, Twitter ou directement ici sur l'interface. Alors ouais, du coup, il y a des questions. Autant pour moi. Alors, je vais commencer par en quoi c'est plus intéressant d'apporter le Forex décentralisé plutôt que les actions. Déjà, je ne sais pas s'il y a de la demande pour les actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des protocoles qui font des actions, Mirror, Synthetix aussi. Mais ce qu'il y a de bien avec la blockchain, c'est qu'on peut tout vérifier. Et aujourd'hui, les actions sur la blockchain, elles servent à pas grand-chose sinon à faire des arbitrages entre le protocole et le marché secondaire et à participer à des programmes d'incentive, donc du farming. C'est une explication qui est assez facile à comprendre. Vous avez un immense marché crypto qui bouge, qui est très, très volatile. Je veux dire, ça peut prendre 5-10%, 100%, 1000% par jour. Donc, les gens qui tradent la crypto, ce n'est pas ceux qui vont s'intéresser à trader des actions qui sont beaucoup moins volatiles. Donc, je pense que les actions, peut-être qu'un jour, il y aura un vrai marché pour ça. Mais à ce jour, je ne suis pas ultra bullish sur les actions, sur la blockchain. Et puis, il n'y a pas assez de liquidité, il y a du slippage, etc. etc. Et comme je dis, pour moi, c'est plus une niche marketing des actions qu'autre chose. Le Forex, il y a déjà une vraie demande. Il y a un vrai besoin déjà, mais aussi une vraie demande. Et puis, par logique, la DeFi s'est mondialisée. On ne peut pas être qu'avec l'hégémonie du dollar. Et le Forex permet de créer de l'accessibilité. Comme j'ai dit, ce serait quand même beaucoup plus facile. Par exemple, moi, j'ai mis ma famille à la DeFi. La première chose que je leur ai dit, c'est acheter du dollar. C'était la première fois qu'ils devaient acheter du dollar. Bon, ils ont acheté de l'USDC. Le dollar a pris une claque l'an dernier. Comme je dis, ils ont perdu 6% de valeur. Ça serait quand même beaucoup plus facile d'avoir des wallets qui ont des euros. L'idée de la DeFi, c'est quand même de rendre la finance accessible à tout le monde. Déjà, commençons par parler le langage de tout le monde. Si tu vis en France, tu as un wallet en euros. Si tu vis en Pologne, tu as un wallet en, je ne sais plus c'est quoi la devise, le PLN. Si tu vis en Afrique du Sud, c'est du rand, etc., etc. Donc pour moi, il y a un vrai intérêt dans l'onboarding. Et ensuite, le Forex, aujourd'hui, en termes de, comment ça s'appelle, en termes de fiscalité, c'est pas encore, quand tu vends tes cryptos contre du stablecoin, c'est pas encore taxé. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie demande, lorsqu'il y a des crashs, de vendre ces cryptos contre quelque chose. Et aujourd'hui, tu ne peux le vendre que contre du dollar. Alors, c'est bien, de temps en temps, mais peut-être qu'il y a des gens qui préféraient vendre contre du franc suisse
ou vendre contre leur monnaie locale ou peu importe. Donc il y a aussi ce besoin-là. Après, comme je dis, il y a la rémittance, donc les paiements. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux faire un paiement, tu envoies soit du Bitcoin, de l'Ether ou du DAI, et c'est à la personne ensuite de se démerder pour convertir le DAI en euros ou en dong philippins, etc., etc. Et aussi, le Forex, ça permettrait de créer, même si la DeFi est globale, de créer des initiatives locales. Par exemple, nous, on est en contact avec, dans nos investisseurs, on a par exemple une boîte qui est au Cameroun. Et eux, en fait, ils veulent être une place de marché pour les cryptos, notamment le Bitcoin et l'Ether. Et aujourd'hui, ils accèdent à ces marchés avec un premium énorme. Le fait d'avoir du forex décentralisé pour eux, donc d'avoir l'équivalent d'un franc CFA synthétique, ça pourrait leur permettre de récupérer du CFA, de l'échanger contre du CFA synthétique 1 pour 1 ou avec une petite commission, et ensuite ce franc synthétique, de le brûler, donc, enfin de l'échanger contre du dollar à un taux 1 pour 1, et ensuite d'acheter du Bitcoin. Donc ça leur permettrait de pouvoir vendre à leurs clients de l'Ether, du Bitcoin, etc., sans aucun premium. Alors qu'aujourd'hui, quand il a un client, eh ben, il doit acheter de l'USDT, et l'USDT au Cameroun, ça coûte beaucoup plus cher que l'USDT en France, par exemple, et le Bitcoin, etc., etc. Donc il y a aussi cette utilité ici. Et puis enfin, le Forex, c'est quand même un marché où il y a énormément de volume. Le Forex traditionnel, la plupart des volumes, comme vous le savez peut-être, c'est lié au hedging, donc aux stratégies de couverture pour pouvoir se couvrir des risques de change. Quand la DeFi va peser des milliards de milliards de milliards, il y aura des besoins énormes de couverture. Par exemple, un énorme fonds, je sais pas moi, chinois, qui a une exposition sur le dollar, peut-être qu'elle voudrait se couvrir et donc acheter par exemple du CNY synthétique. Quels sont les marchés qui ont vraiment besoin d'arbitrage? Ouais, tous les marchés qui limitent l'accès au dollar, donc la Corée du Sud, l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc. Et puis voilà. Et puis aussi tous les marchés qui voudraient quitter l'inflation. Par exemple, la lire turque qui s'est encore pris moins 15% la semaine dernière. Ça serait pas mal si un Turc pourrait très facilement échanger sa lira, sa lire contre de la lire synthétique et vite l'échanger contre du franc suisse, par exemple. Alors, dispose-t-on de bonnes solutions on-ramp, off-ramp actuellement sans passer par le système centralisé? Alors, par nature, l'on et l'off-ramping, c'est tout le temps centralisé puisque ça touche au fiat. Maintenant, le plus décentralisé que tu peux avoir, tu as local Bitcoin, local Ethereum, tu as Mooney.tech, qui est une boîte qui utilise un exchange centralisé en Suisse et où c'est assez facile de sortir de la crypto. Tu as Ramp Network, tu as Transac avec un K.com, Wire aux États-Unis, etc., etc., etc. Donc, tu as quand même des solutions entre guillemets décentralisées. Mais nous, par exemple, on est en discussion avec pas mal d'entre elles, mais il faut d'abord on produise plus d'audits de sécurité, plus de liquidité, et également des opinions légaux, puisqu'il ne faut pas que nos actifs soient considérés comme des actifs financiers, auquel cas ils ne peuvent pas vendre des actifs financiers. Donc, le DAI n'est pas considéré comme un actif financier, donc nos actifs synthétiques, a priori, ne le seront pas. Mais du coup, on est dans ces process-là d'essayer d'avoir des opinions légaux dans différentes juridictions pour prouver qu'il n'y a pas de souci et qu'on peut faire de l'on-ramping et de l'off-ramping. Alors, Casino, alors déjà, eux, c'est un actif, c'est un euro, tokenisé. Donc, c'est pas un actif synthétique. Pour moi, c'est moins intéressant. Un euro tokenisé, ça demande des vrais euros dans une banque, donc c'est lourd, enfin bref, c'est pas flexible, on peut pas faire grand-chose en fait avec. Ensuite, ils sont sur Tezos, donc c'est très bien, mais il y a rien d'autre sur Tezos. Donc, pour l'instant, ce sera juste un euro qui servira à fidéliser les clients, mais c'est pas de la DeFi. C'est juste un bon de fidélité en euros pour moi, et c'est tout. Et même s'ils étaient sur Ethereum, ils ne seraient pas sur la DeFi. Donc, il n'y a pas d'avantage entre guillemets J-Euro versus euro, parce que c'est comme si tu demandais c'est quoi l'avantage d'avoir une raquette de tennis plutôt qu'une voiture en fait. Donc, l'avantage du J-Euro par rapport à d'autres euros tokenisés dont on est directement concurrent, par exemple l'euro T de Tether ou l'euro S de Stasis, c'est une beaucoup plus grande flexibilité, la possibilité de faire des atomic swaps et
et la possibilité de l'emprunter avec du collatéral. Par exemple, si tu as du Bitcoin, tu déposes du Bitcoin, tu empruntes de l'euro, et voilà, tu as de l'euro. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère et je vous dis à tout à l'heure pour la table ronde, donc à 17h heure française.